Bienvenue dans le débat. Près de 7000 réfugiés du Haut-Karabakh sont arrivés en Arménie, selon le gouvernement arménien. Les premières arrivées ont eu lieu hier et l'afflux se poursuit avec d'immenses embouteillages signalés sur l'unique route qui relie Stepanakert à l'Arménie. Dans ce contexte, Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev, une rencontre qui a eu lieu dans l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan. Cette rencontre doit lancer la construction d'un gazoduc, mais les deux présidents ont discuté aussi bien sûr du Haut-Karabakh et de l'ouverture d'un corridor, le corridor de Zangezur aux Azerbaïdjanais. Ce corridor qui permettrait à Bakou d'établir une continuité territoriale jusqu'au Nakhitchevan, au-delà avec la Turquie. Le président azerbaïdjanais a assuré que les droits des Arméniens du Haut-Karabakh seraient garantis, a-t-il dit. De son côté, le Kremlin a balayé les critiques qui visent les troupes déployées au Haut-Karabakh, puisque le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, a qualifié d'inefficaces justement les alliances actuelles de son pays, notamment avec la Russie. Alors, quelle est la situation humanitaire dans le Haut-Karabakh? Que peut-on retenir de la rencontre entre Erdogan et Aliyev? À quoi jouent la Turquie et la Russie? L'Arménie est-elle au centre des inquiétudes? On va poser toutes ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Claire Mouradian. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne et directrice de recherche émérite au CNRS. Bienvenue à vous. En face de vous, nous avons Florent Parmentier. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du CEVIPOF, chercheur associé au Centre de géopolitique de HEC et à l'Institut Jacques Delors. Votre dernier ouvrage avec Pierre Verluise, L'Europe, 3 décennies après l'ouverture du rideau de fer. Et c'est aux éditions Diploweb. Bienvenue à vous également. Nous avons en direct de Tbilissi avec nous notre correspondant Régis Janté. Bonsoir Régis. Bonsoir à vous. Également correspondant pour RFI. Et puis en duplex de Goris qui se trouve à la frontière entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. Notre envoyé spécial Taline Oundjian, correspondante également de France 24, mais en Arménie. Bonsoir Taline. Bonsoir Stéphanie. Près de 7000 réfugiés donc, du Haut-Karabakh sont arrivés en fait, en Arménie, d'après le gouvernement arménien. On va d'abord faire un point en images avec Léo Péchard. Certains arrivent en voiture, d'autres par ces bus jaunes. Des bus qui effectuent des allers-retours entre ce checkpoint de la frontière arménienne et le Haut-Karabakh. À leur arrivée, ces réfugiés s'enregistrent auprès des autorités et peuvent enfin se poser après plusieurs jours de calvaire. Aujourd'hui, nous sommes partis. Ils nous ont dit soit vous partez, soit vous prenez des passeports azerbaïdjanais. Nous ne sommes pas du genre à les prendre. Étape suivante pour ces Arméniens, la ville de Goris, plus à l'ouest. Ce centre humanitaire installé dans les locaux d'un théâtre ne désemplit pas depuis dimanche soir. Ces déplacés viennent de Stepanakert, la capitale du Haut-Karabakh, ou bien de villages aux alentours. Impossible pour eux de rester sur place après les combats. La situation était vraiment terrible. Nous avons appelé le chef de l'administration de notre village. Nous lui avons demandé si nous pouvions y retourner. Il nous a répondu « Vous pouvez venir, mais si les soldats vous massacrent, nous ne pourrons pas en porter la responsabilité. » Ils sont désormais à Stepanakert. Ils portent des fusils. Ils peuvent ouvrir le feu à tout moment. C'est la raison pour laquelle c'est dangereux de rester là-bas. L'objectif pour eux désormais, trouver des solutions de logement ou un transport pour se rendre dans d'autres régions du pays. Beaucoup craignent un exode massif des quelques 120 000 habitants du Haut-Karabakh, alors que les forces azerbaïdjanaises resserrent leur emprise. La situation humanitaire demeure également tendue. Encerclée par les soldats, la ville de Stepanakert est privée d'électricité et de carburant. Les habitants manquent aussi de nourriture et de médicaments. Taline, on commence avec vous, parce que vous êtes dans cette ville de Goris, à la frontière entre le Haut-Karabakh et l'Arménie. On l'a vu dans le film. Est-ce que l'afflux des réfugiés continue? Oui, il est incessant et je parlais un peu plus tôt avec des associations locales qui s'attendent justement à ce que ce soir un afflux massif de réfugiés arrive. En réalité, les autorités, elles ne mentent pas sur le fait qu'elles sont assez convaincues que la plus grande partie des 120 000 Arméniens qui sont présents dans le Haut-Karabakh vont vouloir partir et se sentent en insécurité complète dans n'importe quelle ville, que ce soit à Stepanakert ou d'autres villages et villes.
les troupes azerbaïdjanaises en cercle et ils ont peur de se retrouver face à face avec ces soldats azerbaïdjanais ou bien simplement des mauvais traitements qui pourraient leur être infligés de la part du gouvernement azerbaïdjanais. Donc ils sont dans la crainte, les gens ont fui, tout le monde prépare ses affaires à Stepanakert. Et donc, ils sont des milliers en ce moment même à Goris, mais aussi dans d'autres villes de la région du Sunnique. Les hôtels ont ouvert grandement leurs chambres pour que tous les réfugiés puissent être accueillis, mais on va bientôt atteindre les capacités d'accueil maximales dans la ville. Et donc, les associations, elles font de leur mieux pour subvenir aux besoins en termes de nourriture, de couverture pour des gens qui sont éreintés, qui font le deuil difficile en fait de devoir dire au revoir à leur terre d'origine et qui ne savent pas de quoi sera fait demain parce qu'ils ne savent pas où est-ce qu'ils pourront être relogés, quel avenir ils vont pouvoir avoir et certains d'entre eux, ils ont déjà vécu 4 guerres en fait parce que les conflits au Karabakh s'enchaînent depuis la chute de l'URSS et beaucoup d'entre eux ont en fait témoigné de la violence des attaques de ce mardi. Et tout simplement, ils ne se sentaient pas en capacité de mener une coexistence. Ils disent ne pas se sentir capables de mener une coexistence pacifique avec une armée qui leur a tiré dessus à de nombreuses reprises ces derniers jours. Merci Talina, vous restez avec nous. Claire Mouradian, il y a 120 000 habitants arméniens dans le Haut-Karabakh, c'est à peu près cela. Est-ce qu'ils sont... Estimation, oui. Oui, c'est une estimation. Est-ce qu'ils sont condamnés à l'exode ? Apparemment, c'est ce que souhaite en tous les cas Bakou, de faire une épuration ethnique, sinon d'entamer un processus génocidaire comme en 15 pour régler définitivement la question. Comme le disait Staline, pas d'homme, pas de problème. Donc cette question qui n'est pas nouvelle, depuis la chute de l'URSS bien sûr, mais qui était là aussi au moment de la chute de l'Empire tsariste et puis même avant au moment de la chute de l'Empire persan, c'est-à-dire que c'est un vieux conflit qui oppose les populations et qui servent en fait, où ce territoire-là sert, c'est l'un des champs de bataille des confrontations entre les puissances régionales. On va y revenir, mais lorsque Aliyev dit qu'il va garantir leurs droits aux Arméniens du Haut-Karabakh, vous ne lui donnez aucun crédit. De toute manière, président azerbaïdjanais. De toute manière, il n'a pas respecté l'accord de paix de novembre 2020. Ne serait-ce que les prisonniers de guerre ne sont pas entièrement rendus à leur foyer. L'accord de cessez-le-paix, l'accord de cessez de guerre devait arrêter les combats, mais bon, ça n'a pas été respecté. Il y a eu des escarmouches, des attaques aussi contre le territoire de l'Arménie, des attaques contre les villages qui étaient restés dans le territoire du Haut-Karabakh. On va y revenir sur cet aspect historique. Florent Parmentier, pour rebondir, normalement, il y a des soldats du maintien de la paix russes qui sont censés justement organiser un petit peu tout cela. Est-ce qu'ils sont vraiment présents ? Ils sont présents, ils ont été touchés. D'ailleurs, il y a eu, je crois, 6 décès de ce point de vue-là. Est-ce qu'ils seront en mesure, ou est-ce que la Russie est en mesure, ou a l'envie tout simplement, d'aller défendre 120 000 personnes avec un nombre limité de soldats? La réponse semble être non. Et c'est ce qui me fait dire, effectivement, avec Madame Mouradian, que le plus crédible est effectivement que la solution qui est présente aujourd'hui pour les Arméniens du Haut-Karabakh est plutôt la fuite. Et plutôt la fuite. Et s'ils restaient, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Tout dépend de combien reste. Si le nombre devient anecdotique, alors ce ne sera pas un objet de politique intérieure azerbaïdjanaise. Si en revanche il en reste beaucoup, à ce moment-là, ça pourrait être plus compliqué pour ceux qui restent. Régis, l'Arménie a affirmé qu'elle allait en accueillir 40 000. Est-ce qu'elle pourrait les accueillir tous ? Et est-ce qu'elle met les moyens pour cela ? Elle parle de 40 000 familles, en fait. En gros, elle dit qu'elle peut tous les accueillir. Et les sorties du territoire, donc les 6 000 personnes qui sont sorties depuis hier, en fait, en gros, la moitié déclare savoir où se loger. Donc, ils vont aller sans doute dans la famille ou chez des amis, je présume. Et puis, l'autre moitié, en revanche, va être logée par le gouvernement. Autant que je sache, et c'est ce qu'on me disait ce week-end à Yerevan, dans divers endroits du pays, pour les répartir aussi là où il y a des hôtels, là où il y a des places pour eux. Donc, 120 000, c'est à peu près le chiffre. Ce qu'on me disait de bonnes sources à Yerevan, c'est que c'est un peu moins, mais en réalité, ça ne change rien. C'est peut-être autour de 100 000. Mais bon, personne ne sait véritablement et ça ne change pas l'image générale. Je crois que la grande inquiétude aussi, j'ose espérer, je pense que
que le gros de la population, on va les laisser partir et tout a été fait pour, j'ai envie de dire, parce que les déclarations, notamment des derniers mois encore, du pouvoir azerbaïdjanais font que personne n'a envie de rester. Et l'une peut-être des choses qui a été les plus déterminantes dans cette affaire, c'est que le gouvernement azerbaïdjanais laisse planer le doute, voire parfois donne des informations sur le fait que notamment les hommes qui se sont battus, et tout le monde s'est battu au Karabakh, c'est une sorte de peuple militaire si vous voulez, eh bien que ceux-ci en revanche, peut-être qu'on ne leur pardonnerait pas. Et même l'autre soir, lorsqu'il était question d'amnistie, le vocabulaire du conseiller du président Aliyev était très vague. Et donc comme chaque famille est affectée, puisque dans chaque famille, il y a au moins une personne qui a combattu, en fait, c'est une manière de dire que chaque famille pourrait être affectée par des représailles, on va dire, des arrestations de la part du pouvoir azerbaïdjanais, qui est une dictature. Et donc, je crois qu'effectivement, on va avoir un départ massif de presque 100% de la population. Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse privilégiée qu'on doit avoir. Taline, comment va faire justement l'Arménie parce qu'on sait qu'il y a en plus une partie de la population qui est en colère contre l'actuel Premier ministre, Nicole Pachinian. Oui, tout à fait. Bien, pour le moment, le gouvernement ne donne pas vraiment de méthodologie détaillée de comment va s'organiser la répartition des différents réfugiés. En effet, ceux qui se dirigent vers la capitale Yerevan, ce sont des gens qui ont des proches déjà sur place et qui du coup peuvent être hébergés. Mais Yerevan, c'est la ville la plus chère d'Arménie, qui atteint parfois des prix comparables à ceux que l'on peut avoir à Paris, dans un pays où le salaire moyen n'est pas à la hauteur. Et donc, il faut savoir aussi, il faut se poser la question de est-ce que le gouvernement de Nicole Pachinian souhaite vraiment avoir autant de réfugiés dans sa capitale, alors que la population elle est déjà extrêmement en colère contre lui. Il est accusé d'avoir abandonné les Arméniens du Haut-Karabakh. Donc, voilà, ils se disent prêts à accueillir 40 000 familles et réitèrent leur volonté, je cite, d'être là pour leurs frères et sœurs du Haut-Karabakh. On n'a pas vraiment idée de comment ça va se mettre en place. En tout cas, pour le moment, la plupart sont à Goris, mais comme je le disais, bientôt les capacités d'accueil vont être dépassées. Et voilà, il faut voir dans quelles autres villes ils vont mettre cela en place. Bon, oui, en tout cas, il y a une forte pression, bien sûr, sur Nicole Pachinian. Un petit mot, Claire Mouradian, avec vous, juste pour faire un point sur le Haut-Karabakh. Donc, il y a une enclave, pour résumer un petit peu, une enclave que se disputaient les Azerbaïdjanais et les Arméniens depuis donc 1921, date à laquelle les Soviétiques ont rattaché le Haut-Karabakh à l'Azerbaïdjan, même s'ils avaient un statut autonome. 1991, l'effondrement de l'Union soviétique, une guerre qui va faire 30 000 morts, 4 résolutions au Conseil de sécurité. 2020, cette nouvelle guerre à laquelle vous faisiez allusion, qui s'est soldée donc par là la défaite de l'Arménie, contrainte de céder à l'Azerbaïdjan d'importants territoires dans et autour du Haut-Karabakh. Et le 19 septembre dernier, donc Bakou qui lance cette opération militaire dans le Haut-Karabakh. Là, c'est une reddition du Haut-Karabakh au profit de l'Azerbaïdjan. Est-ce qu'on peut dire que cette offensive de l'Azerbaïdjan, à l'historienne que vous êtes, dans le Haut-Karabakh, c'est vraiment un tournant là? C'est effectivement une nouvelle phase. Je ne sais pas si c'est le tournant définitif. On ne peut pas prévoir l'avenir. Mais si la population part complètement, effectivement, ce sera le cas. À la suite, au moment de la guerre de 2020, les Arméniens avaient fui aussi. On avait mis à l'abri les femmes, les enfants, mais étaient revenus dans la région. Peut-être pas tous, mais étaient revenus. Au fil des temps, au début du siècle, il y avait à peu près autant d'Arméniens dans la région. Aujourd'hui, ils n'ont pas bougé, alors qu'autour, la population a été multipliée par 4 ou 5. Donc, il y a eu une dispersion nécessaire. Ils ne vont peut-être pas aller qu'en Arménie, mais aussi en Russie. Je pense que la Russie les accueillera volontiers, d'autant qu'il y a aussi une grosse diaspora dans l'ancien espace soviétique et notamment en Russie. Mais s'il n'y a plus personne, ça sera vraiment un tournant. Donc le fait de rester, c'est pas une histoire territoriale, c'est une volonté au départ d'indépendance et de vivre libre et dignement sur un territoire ancestral. Donc, mais là, ce qui va se passer a priori, c'est que les 120 000 Arméniens vont quitter ce territoire. Là, ils ont été affamés depuis 9 mois. Ils sont fatigués, c'est-à-dire que c'est une population très résiliente, très résistante. Mais là, depuis 9 mois, le blocus qui a été mis en place a été un moyen de les épuiser. Et donc, je pense que moi, j'ai téléphoné à des amis qui sont sur place, alors qu'autrefois, ils envisageaient de repartir dès que cela serait possible. Maintenant, il y a une fatigue qui se passe. Une vraie fatigue. Est-ce que l'accord de 2020, sous l'égide de la Russie, est-ce qu'il aurait pu tenir, Florent Parmentier, cet accord ? Ce qui est certain, c'est que si on regarde les tendances de fond,
depuis 91 et plus largement depuis 94, la date du cessez-le-feu aujourd'hui, il est certain que si on prend en compte les déterminants de la puissance, si on prend en compte la taille de la population azerbaïdjanaise a augmenté. La population, sur la même période, globalement, la population arménienne a diminué entre 91 et aujourd'hui de 17%. Si on regarde le territoire, on le voit sur la carte, Azerbaïdjan est beaucoup plus grand que celui de l'Arménie. Si on regarde les ressources naturelles, c'est-à-dire l'afflux des dollars issus des hydrocarbures, alors on comprend que le cessez-le-feu conclu en 92 pouvait difficilement être tenable et qu'il aurait fallu, à la place des dirigeants arméniens, trouver le moment à partir duquel on peut trouver une forme de compromis raisonnable si cela était possible. Tant que ce changement... Et en fait, 2023 ne peut arriver que parce que le rapport de force a déjà été changé et que 2020 en fait est la clé, c'est-à-dire le moment à partir duquel c'est une question de temps avant que l'Azerbaïdjan décide de régler le problème. Et très vraisemblablement, ce qui s'est passé également, c'est que l'allié russe sur lequel ont compté les Arméniens pendant les 2-3 premières décennies de l'indépendance de l'Arménie. Là, en fait, depuis la guerre en Ukraine, 2020, je pense que c'est même antérieur à la guerre. Même antérieur à la guerre en Ukraine. En tout cas, l'allié russe n'est plus cet allié d'antan. Il y a une réelle défiance entre le Pachinian et son équipe et les dirigeants russes qui préexistent en réalité. Pachinian, donc l'actuel Premier ministre arménien. Régis, vous pouvez rebondir là-dessus. Effectivement, l'accord de 2020 sous l'égide de la Russie ne pouvait pas tenir parce que la Russie n'était plus aujourd'hui, enfin en tout cas en 2023, l'allié de l'époque. Ce que j'aurais pas pu deviner à l'époque, j'avais couvert la guerre pour France 24 et RFI, c'est que, vous savez, l'accord de 2020 est négocié par Vladimir Poutine et M. Poutine avait pris soin de laisser la question du statut du Haut-Karabakh hors de l'accord, c'est ce qu'on appelle la déclaration du 9 novembre 2020, et en disant cette question est trop difficile à résoudre, les générations futures le feront, en attendant les forces russes sont déployées sur le terrain et nous assurons la paix. Et en fait, très très vite, c'est-à-dire au mois de mai, donc 6 mois après la guerre, l'Azerbaïdjan a repris les choses en main, s'est attaqué à la frontière internationale arménienne et non plus le Karabakh, on était carrément sur le territoire de l'Arménie, et je pense que ce qu'il a voulu faire à ce moment-là, c'était une manière, sans dire ouvertement qu'il s'opposait, qu'il réécrivait le texte que M. Poutine avait négocié. C'était une manière de dire aux Arméniens, voyez, si vous ne reconnaissez pas les frontières de 1991, alors on va vous attaquer sur votre territoire. Parce qu'en fait, 91, ça veut dire quoi? Où était le Karabakh à l'époque? Il était du côté azerbaïdjanais. C'est la manière dont Ilham Aliyev, en fait, est venu réécrire l'histoire sans heurter apparemment M. Poutine de front, alors qu'en fait, il a réellement fait ça. Ce qui vient de se passer la semaine passée, c'est simplement la fin, c'est-à-dire que depuis 3 ans, l'Azerbaïdjan a constamment mis la pression sur le Haut-Karabakh. Pour finir, c'était effectivement le blocus décrété au mois de décembre dernier, mais avant, il y a eu beaucoup d'autres attaques sur des petits territoires, des attaques sur la frontière internationale, des pressions armées. Et donc, effectivement, là, c'était la conclusion logique qu'on attendait. On savait depuis quelques semaines qu'il y avait beaucoup d'armements qui étaient déployés autour du Karabakh. On m'a donné des chiffres très importants, jusqu'à peut-être la moitié de l'armée azerbaïdjanaise qui était déployée autour de ce territoire, et c'est une armée puissante aujourd'hui. À Nakhitchevan, donc en Azerbaïdjan, à quelques centaines de kilomètres du Haut-Karabakh, Recep Tayyip Erdogan a rencontré son homologue azerbaïdjanais Ilham Aliyev. Nakhitchevan, on va voir sur la carte, hein. Nakhitchevan, c'est une bande de terre qui est en fait nichée entre l'Arménie et l'Iran. On voit qu'elle est rattachée donc à l'Azerbaïdjan, cette enclave. Et c'est là effectivement que Erdogan a vu son homologue Aliyev. Elle est rattachée à l'Azerbaïdjan depuis 1923. C'est bien sûr pas une coïncidence que cette rencontre ait eu lieu à cet endroit. On va d'abord faire un point en image avec Noémie Roche. Recep Tayyip Erdogan à gauche, Ilham Aliyev à droite. En appuyant sur ces boutons symboliques, les alliés turcs et azerbaïdjanais viennent de lancer la construction d'un gazoduc. C'est l'une des raisons de la visite du président turc. Mais ici, dans l'enclave azerbaïdjanaise du Nakhitchevan, les deux dirigeants veulent aussi discuter d'un vieux projet, évoqué par Recep Tayyip Erdogan la semaine dernière devant l'ONU, après l'attaque militaire de Bakou dans le territoire séparatiste du Haut-Karabakh, majoritairement peuplé d'Arméniens.
Nous attendons de l'Arménie qu'elle tienne ses promesses, surtout sur l'ouverture du corridor de Zangezur. Comme tout le monde l'admet, le Karabakh est un territoire azerbaïdjanais, aucun autre statut ne peut être dicté. Notre objectif premier devrait être que tous, y compris les Arméniens, vivent pacifiquement côte à côte sur les terres azerbaïdjanaises. Nous soutenons les mesures prises par l'Azerbaïdjan où nous agissons selon la devise d'un État, deux nations afin de protéger son intégrité territoriale. Le corridor de Zangezur est situé en Arménie, le long de la frontière avec l'Iran. Annexer cette bande de terre permettrait donc à Bakou d'établir une continuité territoriale jusqu'à la Turquie, en passant par le Nakhitchevan, cette bande de terre rattachée à l'Azerbaïdjan depuis 1923, mais sans continuité avec le reste du pays. Un projet qui suscite des craintes. L'Arménie y est farouchement opposée, mais l'Arménie est extrêmement affaiblie. L'Iran peut s'y opposer parce que l'Iran ne tient pas du tout à ce que se concrétise ce vieux projet pan-turquiste. Il faut bien voir que derrière le corridor du Zangezur, c'est un continuum de population turcomane, finalement de Sainte-Sophie ou de Vienne, comme on disait à l'époque, jusqu'à la muraille de Chine. C'est ça le rêve que poursuivent toujours messieurs Aliyev et Erdogan. L'Arménie, qui voit donc ce projet d'un mauvais œil. Pour Yerevan, un tel couloir sans point de contrôle arménien porterait atteinte à sa souveraineté territoriale. Et on va écouter Erdogan et Aliyev justement à l'issue d'une conférence de presse commune. L'Azerbaïdjan a dû mener une opération antiterroriste sur son territoire souverain. La réussite de l'opération dans un court laps de temps, dans le plus grand respect des droits des civils, a été une source de fierté. Nous attendons de l'Arménie qu'elle saisisse la main qui lui est tendue et qu'elle prenne des mesures sincères vers la paix. Je suis confiant dans le succès du processus de réintégration des Arméniens du Haut-Karabakh dans la société azerbaïdjanaise. Claire Mouradi, on voit bien vraiment l'allié Erdogan, allié indéfectible d'Aliyev. Est-ce que ce corridor de Zangezur, est-ce qu'à votre avis, il était au centre des discussions entre les deux hommes? Alors c'est un projet, là aussi, comme on l'a évoqué, très ancien, de liaison. C'est pas un corridor, enfin le terme de corridor a un sens au niveau international. On va regarder la carte. C'est une voie de circulation. Et donc ce qui est demandé, alors le Nakhitchevan est aussi une ancienne province arménienne vidée de sa population arménienne déjà au moment de la Première Guerre, en grande partie, et puis tout au long du XXe siècle, pendant la période soviétique. C'était à peu près moitié d'Arméniens, moitié d'Azéris en 1920. Aujourd'hui, je crois qu'en 99, il restait 17 Arméniens. Donc, Et donc l'exemple du Nakhitchevan a aussi alerté le Haut-Karabakh, c'est-à-dire que sous domination azerbaïdjanaise, cette région donc, qui était multiethnique a été vidée de sa population arménienne. Et aujourd'hui, elle est azerbaïdjanaise. Elle était azerbaïdjanaise, rattachée donc, là encore par Staline et les accords entre les bolcheviks et les kémalistes, donc les Russes et les Turcs de l'époque, à l'Azerbaïdjan, faute d'avoir pu saisir le Zangezur, c'est-à-dire la région du sud, qui était aussi un objet de conflit. Là, les Arméniens se sont défendus et ont gardé cette zone du sud, du sud. Et ce qui est demandé, il y avait une voie ferrée, il y avait des routes. Ce qui est demandé là, c'est un territoire échappant à la souveraineté, à une voie de passage échappant à la souveraineté de l'Arménie. Donc l'Arménie ne veut pas empêcher la circulation entre les deux pays. Et d'ailleurs, autrefois, il y avait des routes, une voie ferrée qui avait... Donc ça, c'est ce qui est négocié en ce moment, voilà. D'ailleurs, la circulation. C'est la circulation, à savoir, est-ce que ça doit être sous souveraineté arménienne ou sous souveraineté azerbaïdjano-turque. Et donc, ce qui est disputé, c'est le statut de cette voie de passage. C'est comme si, par exemple, en France, on faisait un corridor entre, je ne sais pas moi, de régions différentes sous souveraineté étrangère. Florent Parmentier, les Azerbaïdjanais, si Aliyev n'obtenait pas gain de cause dans ce statut, justement, du sud de l'Arménie, de ce corridor de Zangezur, est-ce qu'il serait tenté de l'annexer ? Oui, avec malgré tout, ça a été dit d'ailleurs, une résistance assez forte, puisqu'on est à la frontière de l'Iran, résistance assez forte des Iraniens qui n'ont aucun intérêt à voir ce point réagir. Donc c'est vrai que le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, avant l'Arménie dépendait en partie de la Russie, c'est moins vrai aujourd'hui. En revanche, elle dépend du coup beaucoup plus de l'Iran,
qui elle-même a ses propres intérêts à faire valoir auprès de la Turquie, mais qui très vraisemblablement est là le principal frein à l'établissement de ce corridor. Donc il prendrait quand même un risque de se retrouver opposé à l'Iran. C'est le risque, effectivement, qui est réel d'un côté comme de l'autre, pour des raisons tout à fait évidentes, c'est-à-dire une partie importante de la population iranienne est d'origine azérie, et donc il y a de ce point de vue-là une forme d'équilibre régional qui se met en place, dans lequel l'Iran, du coup, se trouve être le principal partenaire de l'Arménie, ni les Américains ni les Européens n'étant vraiment efficaces dans leur défense des intérêts arméniens. Régis, est-ce que le président turc pourrait pousser Bakou à annexer cette partie du sud de l'Arménie ? Écoutez, c'est lui qui a... D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vraiment une crise qu'on voit venir. Les gens qui suivent cette question et la question de l'Arménie depuis des mois, c'est une crise qu'on voit venir. Et j'ai tendance à penser, et j'en discutais encore ce week-end, y compris avec des dirigeants arméniens ou d'anciens dirigeants arméniens, effectivement, on a l'impression que dans les jours ou semaines qui viennent, ça pourrait être une crise majeure même qui pourrait éclater. Donc, elle demande vraiment d'être suivie. Juste pour bien replacer les choses, c'est après la victoire de l'Azerbaïdjan dans la guerre de 2020, négociée donc par M. Poutine, signée par M. Poutine, M. Aliyev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, dans l'article 9, il est prévu de restaurer ce qu'on appelle les voies de communication dans la région. Et c'est dans ce cadre-là que cette route passant par le Syunik, c'est le nom de la région, de cette région arménienne, le nom arménien de cette région arménienne, que doit passer cette route. Et ça, c'est évidemment très compliqué parce que ce n'est pas un corridor en effet, mais enfin, il s'agit quand même de faire passer une route sur un territoire souverain et qui va relier les deux ennemis, les deux ennemis de l'Arménie du moment. Donc c'est ça qui pose problème. Et pourquoi la Russie avait négocié ça? Sans doute parce que l'Azerbaïdjan était en position de force, que la Russie était obligée de faire des concessions à la Turquie à ce moment-là, comme elle en fait aujourd'hui. C'est un allié extrêmement, pas un allié, mais un partenaire extrêmement important pour la Russie. Et surtout, ça permettait à la Russie de pouvoir contrôler cette route éventuellement, parce que ce qui est écrit dans cet article 9 de la déclaration de paix, disons, de 2020, c'est que normalement, alors les termes restent assez ambigus malgré tout, mais c'est le FSB, c'est-à-dire les services de sécurité et de garde-frontières russes, qui vont contrôler cette route. Et donc, ça permet à la Russie d'être en embuscade, si vous voulez, et donc de contrôler, d'avoir un poids extrêmement important, un vrai talon d'Achille, mais très important, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Erdogan a évidemment tout à fait besoin de ça. Ça lui permet effectivement d'asseoir la victoire de son partenaire, d'avoir une route qui lui permet d'aller au moins jusqu'à l'Azerbaïdjan. Donc oui, c'est quelque chose qui l'intéresse, et c'est lui qui a lancé, même si j'ose dire, cette crise qu'on attendait ces derniers jours, puisque le 19 septembre, donc le jour de l'offensive azerbaïdjanaise sur le Karabakh, eh bien lui, aux Nations Unies, rappelait les engagements compris les Arméniens dans cette déclaration de 2020, et en disant que maintenant il allait falloir passer aux actes et trouver une solution. On va regarder à nouveau la carte pour bien voir où se trouve cette route de Zangezur. Vous rebondissez, Claire Mouradian. Les Russes, en fait, c'était inclus dans cette espèce d'accord sous l'égide des Russes déjà en 2020 que cette crise latente. Les voies de communication, c'était inclus, mais je veux dire pas sous forme effectivement de corridor, parce que ça changerait les frontières internationales. C'est pas simplement les anciennes frontières intérieures de l'URSS devenues frontières internationales à la chute de l'URSS, plus ou moins acceptées. Je rappelle que Karabakh, à l'époque, avait proclamé son indépendance en même temps que Bakou et Yerevan en 91, comme il l'avait fait déjà en 18. Mais là, ce serait un changement de frontières internationales, pas simplement de semi-frontières, d'États semi-souverains, parce que je ne sais pas s'ils ont vraiment totalement échappé à la domination russe. Dès 1993, la Russie déclarait que son ancien empire, l'étranger proche, était une zone d'intérêt vital. Donc ça n'a pas changé. Maintenant... Oui, mais la Russie, on a l'impression que là, elle est pas hors jeu. C'est pas la Turquie qui aujourd'hui... Oui, mais en entente avec la Russie, je pense qu'ils sont complices, que les Arméniens, c'est la dot de la mariée dans une entente qui s'est manifestée à plusieurs reprises. Il y a eu quand même des événements. Bon, les Russes construisent une centrale nucléaire en Turquie, les Turcs ont toutes leurs entreprises du BTP en Russie qui sont là, il y a l'enjeu du pétrole. Enfin, je veux dire, il y a beaucoup d'enjeux économiques. Mais la Russie, c'était l'allié ancestral
centrale des Non, Arméniens. c'est Enfin, en c'est tout cas, une puissance une puissance officiellement historiquement tutélaire. La Russie n'a pas tutélaire. vraiment d'alliés. Elle a des ennemis ou des vassaux, elle n'a pas d'alliés. Ça En tout cas, là, n'existe elle pas. lâche les Arméniens. Elle lâche l'Arménie. Mais là, pour l'instant, ça la rend. Mais la Russie, vous savez, je pense à Lénine quand même, qui disait on peut lâcher de l'espace pour gagner du temps, un pas en arrière, deux pas en avant. Donc en ce moment, on peut sacrifier l'Arménie et revenir à un moment plus propice. Parce que l'objectif, c'est d'avoir un pied dans la région. Et ce qu'ils ont obtenu en 2020, qu'ils n'avaient pas obtenu lors de l'accord de paix, qu'ils avaient aussi déjà négocié en 1994, c'est d'avoir des forces de maintien de la paix russes. À l'époque, on avait demandé international. Ils avaient rien. Ils avaient obtenu cela. Ils n'avaient pas obtenu en 1994. Ils avaient Mais juste ils l'ont obtenu en cédé 2020. en ayant un groupe devant négocier les futurs accords de paix, le fameux groupe de Minsk, dans lequel la France était partie prenante avec les États-Unis. Donc il y avait 3 coprésidents. Et là, ils ont obtenu ces forces de maintien de la paix, même si c'est l'UFSB, même si elles ne sont pas nombreuses. Mais d'une certaine façon, ils ont un pied en Azerbaïdjan. Et ça, militaire. ils vont le garder, ce pied. Le but, en c'est ça. Azerbaïdjan. Alors, ils vont peut-être pas totalement se débarrasser des Arméniens complètement. Ils vont garder peut-être une petite réserve indienne, parce que s'il n'y a plus d'Arméniens, ils n'ont plus de raison d'intervenir et d'être là. Donc, c'est peut-être ça qui va un petit peu les protéger. Mais en ce moment, il y a des troupes qui sont massées en Azerbaïdjan, du côté du Nakhitchevan et du côté turc et de l'autre côté. Et si vous regardez la carte rêvée de l'Azerbaïdjan, notamment celle qui a été présentée à la conférence de la paix, mais encore aujourd'hui, elle considère l'Arménie comme devant exister autour d'un petit, de 10 000 km², un petit enclos autour de Yerevan. Donc la carte inclut le sud, et d'ailleurs souvent dans le discours, on parle de l'Azerbaïdjan occidental à propos de l'Arménie. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Erdogan qui est en position de force dans cette région ? Oui, en négociation avec la Russie. Je pense que ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a des... Il faut regarder les relations entre Vladimir Poutine d'un côté et Aliyev. On s'aperçoit que les deux présidents, en fait, ont une tradition de coopération aussi. C'est ça l'un des éléments, c'est que pendant très longtemps, après 91, il y avait une forme de volonté russe, effectivement, de choisir un vassal et puis de le protéger à bout de bras. Le vassal étant donc l'Arménie à l'époque. Voilà. Et là, on sent que l'enjeu est plutôt de gérer ses intérêts de manière différente et probablement en discussion avec la Turquie. Le second élément, c'est que la Russie, très vraisemblablement, va chercher à maintenir un statut de gardien de la paix dans la région, d'une manière ou d'une autre. Ce sera peut-être sur le projet de corridor, mais ce sera très vraisemblablement dans un premier temps au Karabakh. Et on peut penser que l'Azerbaïdjan aura certainement quelques intérêts dans un premier temps à garder ces troupes de maintien de la paix russes, tout simplement parce que en cas de débordement, d'exaction, de discrimination, eh bien on pourra mettre la faute sur l'insuffisance du nombre de gardiens de la paix russes. Ils sont là, etc. Donc ils sont aussi co-responsables, pas acteurs de massacres, mais en tout cas co-responsables de ce point. Donc on peut penser là-dessus que même du côté de l'Azerbaïdjan, ça donne un alibi supplémentaire, ou en tout cas ça permet de partager la responsabilité. Troisième élément, les relations, et ça je pense qu'on y reviendra, entre les dirigeants actuels arméniens et Vladimir Poutine, qui sont mauvaises, qui l'ont été depuis quelques années et qui certainement aujourd'hui on joue un rôle de catalyseur peut-être dans... accélérateur certainement des difficultés arméniennes d'aujourd'hui. Vous êtes d'accord, Régis, il y a eu un accélérateur lié aux mauvaises relations entre Nikol Pachinian, donc le Premier ministre arménien, et Vladimir Poutine. Pourquoi d'ailleurs une animosité entre les deux ? Parce que Nikol Pachinian vient au pouvoir en 2018 avec une révolution extrêmement populaire, extrêmement démocratique, que j'avais aussi couverte pour nos antennes, et qui était assez remarquable de ce point de vue-là. Et la Russie n'aime pas voir des mouvements démocratiques comme ça, parce que c'est directement un défi à son propre régime politique. Il ne faut jamais oublier qu'en politique étrangère, le premier déterminant, c'est la politique intérieure, garder le pouvoir, etc. Donc, et puis Pachinian est quelqu'un qui a voulu, fort de son mandat populaire, créer un État, disons, démocratique, entouré d'un tas de gens qui ont travaillé dans les organisations internationales, et ce qui déplaît toujours hautement à la Russie. Et effectivement, ça s'est envenimé ces derniers temps, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas le déterminant. Je pense que le déterminant, il est plus sur les fondamentaux géopolitiques de la région, l'Azerbaïdjan qui veut recouvrer son intégrité territoriale, et la relation entre la Turquie et la Russie, pour moi, c'est pas de l'ordre
de l'amitié, ça n'existe pas en relations étrangères. Donc c'est deux rapports de force, deux États qui ont un intérêt à coopérer aujourd'hui, parce qu'un de leurs grands ennemis ou une de leurs grandes ambitions, c'est d'essayer de changer l'ordre mondial, de le faire moins dominé par les puissances occidentales et, disons, démocratiques, libérales politiquement. Et en ce sens, elles sont sur la même longueur d'onde. Et puis finalement, c'est presque M. Poutine qui est plus dépendant de la Turquie d'Erdogan que Erdogan de Poutine, parce que dans ce combat pour fragiliser l'Occident, la Turquie a été longtemps et est encore parfois un allié à l'intérieur de l'OTAN qui a tendance à affaiblir l'OTAN en le critiquant sur ses bases, sur ses valeurs. Donc ça, c'est très important pour la Russie. La Turquie, c'est aussi un État avec lequel la Russie peut obtenir quelque chose en Syrie et apparaître aux yeux du monde comme un État, disons, faiseur de paix, si on peut dire, mais en tout cas qui a rétabli une forme de stabilité ou un peu plus de stabilité en Syrie. Donc la Russie joue très gros en Syrie, et puis ensuite c'est aussi un hub gazier. Et je me souviens encore en 2007, je crois, lorsque M. Poutine est obligé de renoncer à un grand projet de pipeline qui devait alimenter toute l'Europe du sud-est, eh bien, dans la foulée de l'annonce de son impossibilité de construire ce pipeline, il annonçait la construction d'un autre gazoduc qui, cette fois-ci, passerait par la Turquie. Vous voyez, on peut pas passer on sort par la porte, on rentre par la fenêtre en quelque sorte, avec pour idée ensuite de venir alimenter toujours l'Europe du Sud-Est, qui est une énorme manne financière, les Européens payant très bien leur gaz, etc. Donc ça montre combien la Turquie, sur ces 3 points au moins, est vraiment un partenaire essentiel dans le combat de M. Poutine aujourd'hui, et ça explique pour moi les concessions qu'il a pu lui faire sur le Karabakh. Il n'était pas très content de devoir partager l'influence de l'Azerbaïdjan avec la Turquie, mais il a fait son calcul, on va dire. Claire Mouradian, vous êtes d'accord? On peut dire que l'Ukraine a quand même entraîné, la guerre en Ukraine a quand même entraîné, a eu un impact dans cette région. Ce qui s'est passé là a commencé avant la guerre en Ukraine. Mais ce que vous disiez, ça a accéléré. Et puis l'Azerbaïdjan, pour rebondir sur ce que disait Régis, sert aussi à contourner les sanctions européennes, puisqu'une partie, bon, c'est pas moi qui le dis, enfin, c'est au vu et su de tout le monde, l'Azerbaïdjan permet d'évacuer le gaz et le pétrole russe en passant par leur pipe à eux, mais en fait ils en rachètent. Alors ils ont bien sûr des réserves, mais elles ne sont pas non plus inépuisables. Et donc ça, on le sait, il sert aussi c'est utile aussi dans ce sens-là, et ça rejoint ce que disait Régis sur l'importance des enjeux gaziers, pétroliers. Et l'Europe regarde de façon un petit peu hypocrite, donc on s'émeut de ce qui se passe. Voilà, c'est bien triste, ces malheureux Arméniens. Voilà, on va sans doute proposer de l'aide humanitaire, ça je n'en doute pas. Mais au-delà, la réelle politique va l'emporter. L'enjeu gazier est trop important. Pas seulement d'ailleurs, pas seulement l'enjeu gazier, parce que de la même façon que les Russes et les Turcs veulent évacuer l'Europe, ou l'Occident du règlement des questions régionales, l'Occident veut aussi quand même intervenir. Donc il faut bien qu'il y ait des occasions, des prétextes d'intervention. Mais in fine, toutes les populations sont souvent variables d'ajustement de cette situation de part et d'autre. Et c'est ça qui est dramatique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ce sont les Arméniens, demain ça pourra être les Azéris, hier c'était les Géorgiens ou les Tchétchènes, ou aujourd'hui les Ukrainiens. Donc dans ce grand jeu, à plusieurs bandes, malheureusement, aujourd'hui l'Arménie... C'est la population qui trinque. C'est la population qui trinque. La France a saisi le Conseil de sécurité des Nations Unies. On va écouter Emmanuel Macron, c'était hier lors d'une interview à nos confrères de TF1 et France 2. La France est aujourd'hui très vigilante à l'intégrité territoriale de l'Arménie, car c'est ça ce qui se joue. Il faut être très clair. On a aujourd'hui une Russie qui est complice de l'Azerbaïdjan, une Turquie qui a toujours été en soutien de ces manœuvres, et un pouvoir qui est désinhibé et qui menace la frontière de l'Arménie. C'est ça aujourd'hui qui est en risque. La France se tiendra aux côtés du peuple arménien de manière claire et aux côtés du droit international, à chaque fois. Que va faire la France après une telle déclaration ? La France s'est positionnée, ou en tout cas imagine probablement et demander du côté arménien en fait d'intervenir pour envoyer des gardiens de la paix qui auraient cette mission de surveiller les civils. Au-delà de l'humanitaire et d'un magistère de la parole, est-ce que la France a des ressources, des soldats mobilisés sur place? La réponse est malheureusement plutôt non. Régis, qu'est-ce qu'elle signifie cette déclaration d'Emmanuel Macron? Il y a un soutien verbal, mais est-ce qu'il va être traduit par des faits?
Oui, le constat est juste, la frontière est vraiment menacée, effectivement, et c'est pourquoi je disais tout à l'heure que je pense qu'il y a une crise qui est potentiellement en train de se développer, très grave, au sujet de cette route traversant le sud de l'Arménie. On a vu comment l'Azerbaïdjan a fonctionné depuis 3 ans, depuis la guerre victorieuse de 2020, mais qui n'était pas complète. Il lui restait encore comment dire, à entériner en quelque sorte le retour de la réintégration, comme ils disent en Azerbaïdjan, du Karabakh, et ça a fini avec l'emploi de la force, et c'est ça qui menace sur la question de cette Mais route. que doit faire la là, France, Régis? Ce qu'on me disait, c'est que sur une question comme ça, par exemple, en s'alliant avec les autres partenaires occidentaux et notamment les États-Unis, qui sont importants dans la région, même s'ils jouent un jeu un peu ambigu vis-à-vis de l'Azerbaïdjan, pays pétrolier, où des sociétés pétrolières majeures euro-occidentales sont impliquées, mais c'est de menacer, notamment par des sanctions, le pouvoir azerbaïdjanais, pour que, je veux dire, la question de cette route à travers le sud de l'Arménie est tout à fait négociable. Il n'y a pas d'urgence. Effectivement, ça a été écrit dans un accord de 2020. Donc, même si l'Arménie devait y céder, il faut prendre le temps de réfléchir pour trouver des solutions technologiques aussi, y compris, et politiques. C'est-à-dire comment est-ce qu'on peut faire passer une route éventuellement sans affecter et sans menacer la souveraineté de l'Arménie. Et ça, on a le temps, et je crois... La France, en fait, la France, Claire Mouradian, pourrait avoir un rôle justement pour justement qu'il n'y ait pas, que l'Azerbaïdjan ne dépasse pas les limites. Alors la France a toujours eu une diplomatie de médiation de longue date. La France a été, il faut le reconnaître, la seule puissance importante à désigner clairement l'agresseur, à prendre position ferme, alors que on disait oui, on voyait un peu agresseur et agressé dos à dos. Donc elle s'est exprimée clairement à plusieurs reprises, fort aussi de sa tradition, mais sans doute aussi de présence d'une importante communauté d'origine arménienne, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi des intérêts. Et malheureusement, comme vient de le dire à la fois Régis et Florent Parmentier, vont pas envoyer de forces militaires, même peut-être pas des armes, parce que ce qui a été demandé par armée, comme on a pu le faire en Ukraine ou ailleurs, parce que là, on se heurte aussi à d'autres enjeux. Donc, il y a une hiérarchie, là encore, des priorités. Mais des sanctions, éventuellement? Alors, des sanctions, comme on le disait, ne serait-ce que des sanctions financières, parce qu'on peut aussi appliquer, sans aller en guerre, envoyer des soldats. Il y a beaucoup d'avoirs. D'ailleurs, en Grande-Bretagne, il y a eu des sanctions prises contre des biens de la famille Aliyev ou de la parentèle. Donc, il y a des sanctions financières sont possibles. Il y a aussi des biens francs. Sanctionner un pays dont on achète le gaz? On le fait bien pour la Russie, on continue d'acheter le gaz russe. Donc je veux dire, c'est pas l'un n'est pas incompatible avec l'autre, mais ne serait-ce que de marquer cela au lieu de simplement effectivement le magistère de la parole et de dire alors c'est bien triste, quel dommage, ce que vous faites n'est pas bien. On peut faire un pas de plus sans aller forcément à la confrontation militaire. Personne ne pense que la France ou même les États-Unis vont envoyer des troupes là-bas. Ils l'ont pas fait. Par exemple, les États-Unis qui étaient très alliés avec la Géorgie, qui leur promettaient monts et merveilles en 2008, et je pense que Régis, qui était présents sur place le sait, sont pas intervenus, n'ont pas envoyé des boys pour se battre à Tbilissi. Donc ils n'en envoient même pas en Ukraine d'une certaine façon. On arme, mais on ne se confronte pas directement. Et de la même façon, on ne va pas se confronter à la Turquie qui représente d'autres enjeux. Mais il y a quand même un minimum qui peut être fait en termes de sanctions, en termes aussi quand même de prévention des génocides. On parle quand même d'empêcher que ce nettoyage ethnique aille jusqu'au bout et de permettre aux gens peut-être de revenir avec un statut, donc de négocier aussi le statut de la population en garantissant leur sécurité, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Florent, donc il peut y avoir, Florent Parmentier, un rôle de la France, pour rebondir. Oui, jusqu'à présent, elle a été un médiateur historique, mais disons qu'elle a pris beaucoup position pour être aujourd'hui encore médiateur. C'est toute la difficulté, c'est-à-dire si vous êtes médiateur, vous avez des attentes de neutralité de la part des deux acteurs. Aujourd'hui, le risque principal est en quelque sorte d'être récusé par l'un des deux camps, c'est-à-dire on imagine mal l'Azerbaïdjan ou la Turquie, c'est-à-dire qu'ils ont absolument besoin de la France dans le cadre d'une médiation. C'est la difficulté de prendre position. Mais la Turquie se pose aussi comme médiateur et a pris clairement parti. Parce que la Turquie aussi aujourd'hui veut être le médiateur en garantissant. Donc c'est pas forcément c'est pas incompatible, mais il y a une présence militaire qui permet de s'imposer. Pachinian, en tout cas, il pourrait ne plus être réélu là, à l'issue de tout ce qui se passe. Écoutez, l'avenir. Alors, il y a certes une opposition. Il y a pour l'instant, je ne sais pas s'il sera menacé.
Honnêtement, je ne sais, enfin, on ne sait pas quels peuvent être les lendemains. Voilà, on n'a pas d'autres. Il est fragilisé quand même. Politiquement, il n'y a pas, malheureusement pas beaucoup d'alternatives sur la situation extérieure. Et puis bon, pour l'instant, il peut être utile à la Russie parce qu'il est déjà à terre, donc c'est plus facile. Donc voilà, au niveau intérieur, la situation est compliquée. Mais après toute défaite, il y a des remous dans les sociétés. Oui. En France, après la défaite de 40, on a eu quand même quelques remous et quelques changements de régime et de la résistance et de la distance. Enfin, je veux dire, toutes les défaites partout dans le monde entraînent ce type de situation. C'est pas propre à cette région. Donc ça n'est pas figé. En fait. Ce n'est pas figé. Merci beaucoup. Merci Régis d'avoir été avec nous, Régis Janté. Donc vous étiez avec nous en direct de Tbilissi. Merci Florent Parmentier. Merci beaucoup à vous, Claire Mouradian. Merci aussi à Talil Oudjian qui était avec nous donc en direct de Goris, à la frontière justement entre le Haut-Karabakh et l'Arménie au début de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez cette émission sur les réseaux sociaux, #débat F24 et en podcast. À demain.